Et si tu plongeais dans les coulisses du PCB? Aujourd'hui, laisse-moi t'embarquer chez Eiffage Energy System et découvre à travers ce podcast illustré des métiers captivants, des machines impressionnantes, une expertise hors pair, des procédés innovants et des passions sans limite. Voyons ensemble comment assembler jusqu'à 1 million de composants par jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, avant de plonger dans le cœur du sujet, je tiens à remercier chaleureusement ICAP qui continue de me faire confiance et de soutenir mon travail en sponsorisant ces vidéos. Leur engagement et leur soutien rendent tout cela possible. Grâce à eux, ce projet prend vie et je voudrais vous partager une petite présentation d'ICAP avant de commencer. Allez, à tout de suite. ICAP Group propose des solutions personnalisées, développées au cours de 25 années d'expérience dans l'industrie électronique. Notre gamme de produits couvre toutes les technologies de PCB, ainsi qu'un large éventail de pièces électroniques. Chaque pièce est méticuleusement fabriquée et contrôlée dans nos usines, et notre réseau de partenaires sélectionnés selon des critères stricts. Notre organisation mondiale est stratégiquement déployée pour répondre efficacement à vos demandes. Que vous ayez besoin d'une cotation en ligne rapide ou d'une production de masse, nous fournissons des solutions complètes qui vous garantissent la qualité, la fiabilité, la compétitivité et votre satisfaction. Comme plus de 2500 entreprises dans le monde, faites-nous confiance pour concrétiser vos projets. Bonjour à tous, bonjour Charlie. On change de décor pour ce podcast puisque j'ai la chance d'être depuis hier sur le site d'Eiffage System Électronique, une usine d'EMS. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous posez et vous soudez des composants sur les circuits imprimés. Hier, j'ai eu l'opportunité de filmer l'usine et de voir toutes vos machines en fonctionnement, dont certaines sont vraiment impressionnantes. Vous allez retrouver ces images en illustration dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une autre ambiance avec 2 podcasts au programme. Pour l'instant, on va se concentrer sur celui-ci, avec une ligne directrice, si tu es d'accord. On va imaginer que je vous envoie une commande et tu vas me décrire chaque étape que vous réalisez jusqu'à la livraison. Je veux comprendre votre métier et enfin cerner les contraintes qui y sont liées. Ça te va ? Ouais, impeccable. Avant de te présenter, pourrais-tu d'abord nous parler un peu d'Eiffage ? Première surprise, vous ne faites pas que de la construction. Effectivement, ouais, on est une filiale d'électronique, on est un EMS. On est donc sous-traitant, on fabrique des cartes électroniques et des sous-ensembles électroniques. On fait partie du groupe Eiffage, c'est historique, hein, mais le groupe Eiffage est divisé en 4 grosses filiales. Tu as la partie construction, voilà, qu'on connaît pour les bâtiments, ouais. La partie infrastructure, dont les ponts, métal, le viaduc de Millau, par exemple, est un bon exemple. Ouais. On a la partie concession pour les autoroutes et la dernière, Eiffage Energy System, donc, dont on dépend. Donc, nous, notre société, elle s'appelle Eiffage Energy System Électronique. Et donc, le site, on vient de fêter nos 40 ans, là, en septembre de 2024, donc juste il y a quelques mois. Et donc, historiquement, on a commencé par des automates industriels, on a commencé sur des choses assez du câblage filaire. Et en fait, on a suivi un peu la tendance de l'électronique qui s'est miniaturisée. Et donc, nous aussi, on a commencé à intégrer de la CMS, de plus en plus d'automatisation dans nos processus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un EMS, on a évolué avec le temps, en fait. D'accord, ok. Voilà. Je ne sais pas si vous n'êtes pas connu, mais ça commence à venir. En tout cas, moi, je vous vois de plus en plus sur LinkedIn. Et j'ai des super bons retours, donc ça fait très plaisir d'être là. Et en plus, je l'ai vu hier dans l'usine. C'est vraiment propre, des super machines. Et en plus, vraiment, on n'a pas l'impression, mais c'est vraiment une entreprise à taille humaine. J'ai l'impression que c'est vraiment familial. L'ambiance que j'ai vue hier, ça m'a plu. Voilà. Donc très content d'être là.
Et réciproquement. Non, ça fait plaisir aussi. Ouais. Effectivement, comme tu le dis, on travaille sur notre communication de plus en plus. C'est pas naturel de penser qu'il y a un EMS chez Eiffage, Ouais. donc on travaille vachement là-dessus. Et ouais, cet esprit de famille, on le cultive. Moi, c'est ce qui me plaît dans cette entreprise. Et c'est la valeur principale du groupe. C'est l'esprit de famille. Donc, c'est quelque chose qui nous est fort, à laquelle on est attaché. Pour t'expliquer un peu, le groupe Eiffage, c'est plein de petites filiales. C'est pas des grandes structures. Dans ces 4 grandes familles, tu as plein de filiales. Nous, on est 90, par exemple. On fait partie des moyennes grosses filiales. Il y en a encore plein d'autres qui sont toutes petites et qui ont une expertise. Et en fait, c'est ça l'intérêt du groupe, c'est que quand il répond à un appel d'offres, il a en son sein, dans sa société, toute l'expertise qui lui permet de répondre de manière entière. Il n'y a pas besoin de passer par d'autres sous-traitants à l'extérieur. On a l'expertise complète. Ok, très intéressant. Du coup, toi, est-ce que tu peux te présenter un peu ? Ouais, donc je m'appelle Charlie Vandal, je suis responsable de production dans cette entité. Je travaille depuis... alors, j'ai fini mes études il y a 10 ans et ça fait 8 ans que je travaille ici. J'ai commencé par la CMS, donc le secteur de la CMS, composant montée en surface, pendant 5 ans. Donc j'étais ingé process et j'ai fait aussi un peu j'avais un peu de responsabilité. J'étais un manager aussi sur les lignes CMS. Et j'ai eu l'opportunité d'évoluer en tant que responsable de production, donc de toute l'entité, de toute la partie prod. J'ai fait aussi un petit passage en tant que coordinateur Lean chez AstraZeneca. Et donc là, aujourd'hui, je suis vraiment le coordinateur Lean. L'idée, c'est de vraiment mettre en place le Lean dans notre entreprise, de le déployer. Tu peux expliquer un peu le Lean, ce que c'est ? Le Lean, c'est une philosophie, c'est une façon de travailler qui est un peu différente. Pour faire simple, dans tous les processus, que ce soit de production, de services administratifs ou autres, on a des processus qui ont des tâches à valeur ajoutée et des tâches à non-valeur ajoutée. En gros, quand tu travailles, qu'est-ce que veut le client ? Le client, c'est la valeur ajoutée. C'est ce qui paye pour ça. Par exemple, nous, dans notre cas, ça va être de braser des composants sur les cartes électroniques. D'accord. Ça va être de les tester, voilà, ça va être de les valider. Tout le reste autour, entre guillemets, c'est des tâches à non-valeur ajoutée. La personne qui va chercher un outil, la personne qui attend après un dossier, la personne qui fait une retouche, si on fait des cartes défectueuses, tout ça, c'est des gaspillages. Le Lean va plutôt se concentrer sur la partie à non-valeur ajoutée. Parce que, pour te donner un peu de chiffres, pour que ce soit un peu plus parlant, on estime dans les entreprises entre 15 et 25% de nos processus qui sont vraiment des tâches à valeur ajoutée. C'est-à-dire que 75% du temps, on fait des tâches à non-valeur ajoutée. D'accord, ouais, c'est énorme. Donc en fait, voilà, le gain, il est vraiment plus sur la non-valeur ajoutée, les gaspillages, plutôt que sur la valeur ajoutée. Une personne qui travaille, qui fabrique une carte, si elle met 5 minutes, à quoi bon lui demander d'aller plus vite ? Pourquoi travailler sur cette tâche à valeur ajoutée pour descendre peut-être à 4 voire 3 minutes ? On va mettre beaucoup de moyens pour ça, pour y arriver. C'est intéressant parce que tu améliores ta cadence. Mais à côté de ça, quand elle perd peut-être dans sa journée des heures à chercher après des choses, à attendre après des choses, vaut mieux s'attaquer là-dessus. C'est plus facile d'enlever des minutes à 1 heure qu'une minute à 5 minutes. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc le Lean... en gros, c'est ça. On va chercher l'efficacité. On va rechercher l'efficience. On va faire avec ce qu'on a, parce qu'on n'a pas besoin de plus. D'ailleurs, moi, j'ai animé des formations à tous mes collaborateurs sur le Lean avec un atelier cocotte. Et ça te montre en fait qu'avec le même nombre de personnes, tu arrives à sortir plus de produits sans stress supplémentaire, sans vouloir aller plus vite, juste en chassant les gaspillages. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment une démarche que mon directeur, il veut mettre, il veut pousser. Donc moi, là, je suis là aussi pour faciliter les choses. On est suivi par un consultant
par un coach lean. Et il nous aide justement à nous diriger. Ok. Et il nous dirige vers les C'est vachement sujets. intéressant parce que je suppose que si tu... enfin, là, pour augmenter la charge de travail chez vous, c'est plus d'avoir des nouveaux outils, du nouveau matériel qui va qui va beaucoup plus vite. Donc, ce serait un gros investissement. Alors que finalement, essayer de voir, là, quand je te donne ce dossier-là comme ça, ou tu fais ça comme ça, il y a des petits changements, ça coûte vraiment pas cher, mais pourtant, ça peut te faire gagner vachement de temps. Exactement. On a un cas concret, je reviendrai dessus après, mais on a divisé par 2 notre lead time de livraison sur nos prototypes. Lead time entre le moment où on a la commande du client et on livre. On l'a divisé par 2. Donc voilà, on répond à nos besoins de clients. C'est vraiment, ça c'est le point essentiel, c'est le service client. Qu'est-ce que veut le client ? On a une démarche en interne d'évaluation auprès de nos clients. On leur demande sur certains points ce qui va pas. Et le point numéro 1, c'était les délais prototypes. C'est toujours complexe. Il y a une partie avant, je reviendrai dessus. Il y a une partie production. Et voilà, on a travaillé là-dessus et sans rien faire, en mettant de l'énergie au bon endroit, on a divisé par 2. On n'a pas besoin d'outils qui va 2 fois plus vite. Non, les machines sont les mêmes, les personnes sont les mêmes. C'est juste l'organisation autour qui est différente. Ok, voilà. C'est super intéressant. Donc là, ça, c'est ton poste actuel, entre guillemets. Tu fais ça. Donc on peut passer... donc moi, je suis client. Je suis un nouveau client ou un ancien client. Nouveau client, on va dire. Je veux travailler avec toi. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que je dois t'envoyer ? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une carte ? Donc moi, je vais avoir ça démarre comment ? Déjà, j'ai un PCB nu, que je dois t'envoyer ? Alors en fait, ça dépend. Alors nous, on n'a pas de bureau d'études en interne. Il y a des bureaux d'études avec qui on travaille pour accompagner la partie conception de la carte électronique, même de l'ensemble. Nous, on reçoit les fichiers du type les Gerber, les BOM, donc les Bill of Material, les nomenclatures des clients. On reçoit après, ça c'est vraiment la base. On ne peut rien faire sans. On ne peut pas lancer de PCB en fabrication. Ouais. On ne peut pas acheter de composants. Voilà, ça c'est vraiment... Le Gerber, on l'avait déjà expliqué, je crois, dans un ancien podcast, mais c'est comme une photo de chaque couche du PCB. Donc le PCB, c'est le circuit imprimé, la petite plaque verte. Et du coup, on va envoyer un fichier que vous allez pouvoir lire avec le dessin des pistes, le dessin des pastilles, enfin tout. Exactement. On va avoir toutes les couches d'un PCB. Donc là, par exemple, j'ai un exemple. On a un PCB qui est déjà équipé. Nous, notre métier, c'est vraiment l'intérêt, c'est le PCB, on reçoit le PCB, donc c'est la plaque verte, et nous, on brase les composants dessus. C'est vraiment le cœur de notre métier, c'est notre expertise. Et donc, nous, on achète ce PCB auprès de fabricants, mais pour ça, il nous faut ces Gerber, qui sont, en fait, c'est un millefeuille, il y a plus ou moins de couches. Donc, vous sous-traitez ça. Vous pouvez fabriquer... on vous donne les Gerber et vous fabriquez la carte avec un sous-traitant et après vous pouvez la capter. C'est un métier. C'est vraiment un métier de faire les PCB. Il y a des fabricants de PCB dédiés pour ça, comme la conception avant. Voilà, il y a toute une chaîne. Nous, on intervient juste après. On est comme un assemblier automobile où on prend les éléments et on les assemble. D'accord. Donc Gerber, donc les photos. La BOM, c'est toute la liste des composants qu'il y a accablés sur la carte. Voilà. Donc on vous envoie ça. Soit vous faites fabriquer la carte, soit j'imagine qu'on pouvait vous envoyer aussi le PCB déjà fait si on a fabriqué ailleurs. Oui, c'est encore mieux. D'accord. Ah, tout à fait. Ok. Donc une fois que tu as ça. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a tous les éléments, alors là je t'ai donné vraiment les 2 éléments de base. Ouais. Après il y a d'autres éléments qui viennent en parallèle parce que on a, je l'expliquerai sur tout le flux, on a des contrôles, des points de contrôle et des points, par exemple en réception. Quand on va recevoir la matière, quand on va recevoir le PCB, on fait des vérifications du PCB. On a besoin d'un plan de perçage, par exemple. Ça va être les diamètres de trous, on va les vérifier. Les écritures qu'il y a sur le PCB, si tu en veux à un moment donné. La sérigraphie blanche, on va vérifier certains points. Donc, il y a d'autres éléments. Mais ça, en fait, quand toi, tu es nouveau client, tu viens vers nous. Nous, il y a des chargés d'affaires qui vont dialoguer avec toi pour faire un devis. Et dans cette étape de devis, tu vas avoir à remettre certains documents qui vont être listés dans une checklist. Donc ça, ça va être le sujet du deuxième podcast. Du coup, toute cette partie-là, ou réception d'un nouveau client,
On va en parler donc là cet après-midi, mais donc, pour vous, ce sera dans un mois, je pense. On verra ça dans un mois, mais ça va être vraiment de pouvoir voir tout, comment vous réceptionnez un nouveau client. Je suppose que vous allez vérifier plein de choses. Et aussi nous donner les bonnes pratiques. Là, vous allez me dire, là, non, tu as fait ça comme ça, mais nous, ça va être impossible pour nous. Donc là, on va vraiment tout détailler ça avec la personne de cet après-midi. Là, on va vraiment voir toutes les étapes de la commande à la livraison. Ouais, d'accord. Ça va être aussi super intéressant, je pense. Et sur chaque étape, sur chaque machine, voir qu'est-ce qui peut bloquer, aussi comprendre un peu votre métier, quoi. Je comprends. Ouais, tout à fait. Donc là, à partir de ce moment-là, une fois que le client a bien compris, a bien cerné nos besoins, en fait, nous, on marche en partenariat. Nos clients, au plus on est transparent avec eux, au mieux c'est, même pour eux, pour identifier justement ces points de blocage, pour identifier ces difficultés qu'on va avoir, qu'on peut potentiellement rencontrer le jour où on produit. On a besoin de les anticiper. Donc, au plus on a d'éléments, mieux c'est. Donc, effectivement, c'est bien de rappeler les différents documents. Et donc, tu passes commande. Tu dis, OK, le devis me va, tout va bien. Vous avez bien compris mes attentes. Je passe commande. Donc, nous, on reçoit la commande. Il y a tout un processus dans notre ERP où la commande, elle rentre dans notre système. Ça déclenche les achats de composants. Ça déclenche la réalisation des programmes en CMS, l'achat du stencil. C'est des petits vocabulaires qu'on va détailler après. On va détailler plus tard. Tout à fait. Ouais, vraiment. Mais le ERP, c'est un logiciel qui fait à peu près tout, quoi. Où tu as ta base client, c'est qui ça. va un peu tout. C'est vraiment le gros logiciel d'entreprise qui manage tout. C'est-à-dire que voilà, tu rentres une commande, tout le monde voit les besoins. Alors tous les services. Par exemple, moi, j'ai en charge la production, mais aussi l'ordonnancement, lancement. Et on voit tous les ordres de fabrication. Donc les OF, ça, c'est notre point d'entrée. Et en fait, voilà, ce ERP, il manage tout ça. Il manage toutes les données, il manage le stock des composants, il manage les temps gamme des produits, les nomenclatures, voilà. Et il imbrique tout ça pour que tout ça soit digeste et que tout le monde l'utilise. Donc, une fois que c'est rentré dans le système, voilà, ça déclenche tout ça. L'ordre de fabrication est créé. Donc, c'est vraiment un document qui permet à la production de dire, voilà, je te donne, entre guillemets, un ordre pour fabriquer. Donc, c'est là que tout commence au niveau de la fabrication. Une fois que les composants arrivent, alors avant ça, on a une phase de réunion de production où, avec l'ordonnancement, on va dialoguer avec le client en disant, voilà, on a acheté vos composants parce qu'on n'achète que à partir du moment où on a la commande. D'accord, c'est vous qui fournissez les composants. C'est ça, voilà, exactement. On fournit les composants, on achète tout. Parfois, les clients peuvent nous fournir certains composants, c'est possible. Mais dans le cas où c'est nous, ou même dans le cas où c'est le client qui nous les envoie, on lui dit, écoute, voilà, les composants arrivent à cette date-là. Nous, on va la passer en production à ce moment-là. Ça fait une expédition à un instant T. Voilà. Donc à ce moment-là, tu sais à quel moment tu vas recevoir les cartes électroniques. Bien évidemment, on essaye de se rapprocher le plus possible de son besoin initialement. Donc ça, c'est la partie ordonnancement en amont de la production. Et ça, donc c'est un dialogue constant avec le client parce que parfois, on peut être amené à avoir certaines difficultés sur des composants. Des composants qui viennent de fabricants tels que Texas. C'est des fabricants, des fois, on peut travailler en direct avec eux. Et il y a certains composants qui sont difficiles d'appro. On a plusieurs semaines. Pendant la période Covid, on avait plus d'un an. Parfois, on avait 52 semaines. C'était délirant, quoi. C'était vraiment une période très particulière. Hein. De toute façon, ça a été une crise de l'électronique pendant cette période-là. Vous avez réussi à quand même accabler des cartes Ouais, on a pu parce que on a en fait sécurisé. On a la chance en fait d'être dans le groupe Eiffage. Ouais. Et donc en fait, le groupe Eiffage nous a soutenus pour ne pas perdre les clients. Parce que les clients, en fait, quand ils passent commande, ils voient des délais aussi importants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent sécuriser les composants. Donc, ils nous disent, on passe commande sur du long terme. Donc, nous, on avait une bonne visibilité. Mais eux, ça leur fait... alors, le fait de faire ça, ça veut dire que nous, on va
déclencher des commandes pour sécuriser le stock. Donc, ça veut dire qu'on aura un impact sur notre trésorerie. Oui. Vous allez payer les composants avant que les clients vous payent. Voilà. Il va y avoir un temps, on va en fait beaucoup engager de commandes. On va avoir beaucoup de composants, de flux de composants. C'était vraiment très, très particulier. Hein. Il y avait tu passais commande parfois, tu n'avais pas le choix du prix, tu n'avais pas le choix du délai. Enfin, c'était un peu le bazar. Et les petits EMS, eux, il y en a certains qui n'ont pas survécu à ça parce qu'ils n'avaient pas la trésorerie. Ouais. Nous, on l'avait. On a eu cette chance-là. Et donc, on n'a pas... on a accepté toutes les demandes de nos clients. Alors, ça a eu un effet... le revers de la médaille, c'est cette trésorerie qui nous a fait mal. Mais on était là, on était présent pour eux. Donc, on n'a pas eu... on a eu ces problèmes quand même d'appro, mais on a quand même pu produire. Donc, on a maintenu notre activité. Et c'est dû à quoi, ça, du coup? C'était par rapport au blocage, du coup, je suppose, parce que les composants ne sont pas fabriqués en France, c'est ça? Oui. Quasi tous les composants sont fabriqués en Chine. Et avec le Covid, il y a eu cette période où ça a repris tout doucement. Ça a été une période où la demande, nous, EMS, on a toujours été ouverts. Il y a d'autres EMS, c'est pareil. Mais les usines en Chine, elles ont repris plus tardivement. Et de ce fait-là, la demande était beaucoup plus forte. La demande était beaucoup plus forte que l'offre. Donc là, les prix c'était un peu du n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens. C'était une période assez particulière. Les composants n'étaient pas dispo ou dispo plus offrant. Enfin, voilà. Et là, en ce moment, les problèmes, ils viennent de quoi? Enfin, pourquoi vous avez encore des soucis par rapport à... Non, cette crise, elle est passée. Elle est derrière nous, heureusement. Vous n'avez plus du tout de... Si, il y a encore des petits soucis quand même. Mais plus standard. Plus standard. Et les standards, du coup, c'est à cause de quoi? Ça va être un peu du même style. Tu as certains composants, on passe la commande, il y a certains composants qui ont 3 mois de délai. Parce que le fabricant est en Chine, il envoie ses composants à un distributeur, le distributeur, lui, après, redispatche selon les demandes de ses différents clients. Il y a un délai sur certains composants. Après, qu'est-ce qui se passe dans chaque usine? Je ne sais pas. Ouais. Il y a peut-être des délais, par exemple, même pour la pâte à braser, qu'on utilise au niveau de la CMS pour braser les composants. On est tributaire de leur production aussi. Donc, par exemple, le délai d'une pâte à braser, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être un mois, voilà. Il faut avoir du stock. Il faut avoir du stock, il faut l'anticiper. Donc, ça, c'est une discussion aussi qu'on a avec nos clients, c'est-à-dire que le client sait, en fonction de sa BOM, là, il y a ce composant-là qui est problématique. J'ai 2 mois d'appro. Faites attention, vous, dans vos commandes. Ou alors, on le sécurise. On se met dans une démarche de sécurisation. On sécurise ce composant-là, le reste de la BOM plus tard. Enfin, voilà, on est assez flexible avec nos clients on adapte notre façon de faire pour que lui, il ait ses cartes au bon moment. Ok, donc ça, l'appro, c'est vraiment une des premières étapes quand vous recevez un... C'est la principale. Ouais, vraiment, il y a vraiment un gros travail en amont de la production sur ça. On est à l'ordonnancement, on regarde vraiment chaque composant de chaque carte de chaque OF, voir s'il n'y a pas un manquant à un moment donné qui apparaît, s'il arrive trop tard. Est-ce qu'on déclenche des solutions avec des brokers? Donc des brokers, c'est des sources alternatives que nous, on a une liste de brokers. C'est pas comme des distributeurs, c'est encore autre chose. Ouais. Et les brokers, en fait, on fait appel à eux vraiment dans des cas très particuliers, des cas où aussi on a des composants obsolètes, des cas où on a des composants assez rares. Là, on les sollicite. C'est des sources, nous, qu'on a sélectionnées, qu'on a fiabilisées. Mais voilà, on peut les brokers, pour revenir un peu dessus, je ne sais pas si je me trompe peut-être. Donc, c'est des personnes qui rachètent des stocks à d'autres entreprises. Parce qu'il faut savoir qu'on va l'expliquer plus tard, mais les composants, ils viennent donc soit en bobine, sous plusieurs formats. Ouais. Mais souvent, on ne peut pas en acheter, on en a besoin de 10 ou de 10 000. Mais on va dire 1000. Mais par contre, la bobine, elle fait 10 000. On ne peut pas en avoir moins. Du coup, la personne, elle va acheter 1000 et il va lui en rester 9000. Du coup, elle va revendre le reste de ses composants à un broker. Non, ça peut être ça. Ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Un broker, oui, il va racheter des stocks comme ça, des composants qui ne sont pas du tout venants. Je pense à des condensateurs, des résistances, des choses assez classiques. Le broker n'aura pas ça. Lui, il va avoir plutôt des composants rares. D'accord. Des composants où il y a peu de besoin. Mais là où, quand il y a besoin, on fait appel à eux.
Voilà. Bon, c'est une partie du broker. On fait vraiment appel à eux quand on a besoin, quand on a un besoin assez spécifique. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, des composants obsolètes. Bon, ben voilà, il y a les distributeurs classiques, ben, il y a un moment donné, ils les ont plus, ils ont tout vendu. Et les brokers, eux, ben, voilà, ils ont un stock, ils ont un petit stock, on arrive à débrouiller avec eux. Ok. Voilà. Très bien. Mais vous préférez avoir un truc, je suppose, neuf, entre guillemets. C'est sûr que par rapport pour le client et. Bah ouais. Oui. Effectivement, le client. Sauf s'il y a peut-être des clients, entre guillemets, éco-responsables qui privilégient ces méthodes-là, je sais pas. Non, vous n'avez pas eu de demande encore ou... Le client, de toute façon, on va passer par lui pour valider tout ça. Ouais. Et ça, c'est sûr, ça, il faut. C'est hyper important pour nous de valider avec lui. Ben voilà, on n'a pas trouvé, enfin, ou du moins, on a trouvé ce composant-là, mais il y a un délai incroyable, ou il y a un prix vraiment déconnant. On a une source alternative qui est un broker qu'on a déjà validé, qui est fiable. Parce qu'il faut savoir que nous, chez nous, le broker, dans le monde de l'électronique, ça veut dire confiance un peu moindre par rapport à un distributeur. Ouais. Donc, en fait, nous, on va faire un contrôle supplémentaire, nous, à réception, des composants pour valider vraiment que le composant, il y a quelque chose dedans. On a déjà eu des falsifications. Parce que le composant, il faut l'entreposer, je suppose, on en reparler peut-être tout à l'heure, mais il y a des conditions particulières. C'est pas quelque chose qu'on peut trimballer partout. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut faire attention. Les composants électroniques, c'est très fragile. Et ok, bon, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Ok, donc là, la partie appro, donc ça, on va dire que c'est bon. Sauf si tu avais des choses à... Non, effectivement, toute la partie appro est très importante. Et après, une fois que les composants sont arrivés, nous, avec les dates des composants, on se dit, ok, on va commencer à produire à ce moment-là, à un moment donné. Quand les composants arrivent, on sort l'ordre de fabrication et c'est là que commence la fab. Donc la fabrication, il y a un processus, on va dire, standard. Nous, nos cartes électroniques, donc déjà, dans un premier temps, tous les composants sont réceptionnés. Et il y a aussi pas mal de vérifications pour s'assurer qu'on a les bons composants. Ouais. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Aussi bien dans la commande que chez le fournisseur. Ouais. Un étiquetage mauvais. Exactement. Voilà, exactement. Un étiquetage qui est mauvais, nous, on vérifie ce genre de choses. Ouais. Ça arrive quand même, du coup, après vos vérifs. Ouais, ça peut arriver. C'est très rare. C'est très rare. Mais c'est déjà arrivé par le passé. Donc, en fait, on a mis en place ces vérifications. D'accord. Ouais. Pour s'assurer que tout ce qui rentre dans notre stock soit safe pour le client. Donc, on vérifie, on a un logiciel qui s'appelle SMC qu'on a développé en interne. On a la chance d'avoir un développeur qui nous développe des applications vraiment custom. Donc la SMC, sécurisation, marquage de composants. Donc en fait, on vient vérifier avec, on scanne le bon de livraison, on vérifie la bobine, le MPN, on vérifie les différentes informations par rapport à ce qu'on a commandé. Et si tout ça match, on peut rentrer le composant dans notre stock. Et là, il apparaît vraiment dans notre ERP comme présent. On lui met une référence, un numéro de lot pour assurer une traçabilité. Parce que ça, c'est très important aussi, cette traçabilité. On va même jusqu'à faire des photos de nos bobines pour certains besoins. Par exemple, on est certifié médical ISO 13485 et EN 9100 également pour l'aéronautique, la défense. Là-dessus, on doit avoir une trace irréprochable. Donc, on prend des photos pour avoir vraiment cette association de notre référence et de la référence du fabricant et du distributeur. Ok, donc, tout est pisté, quoi. Ouais, on a besoin et ça rassure tout le monde parce qu'à un moment donné, si le client a un problème sur une de ses cartes, il a besoin rapidement d'isoler, de savoir ce que ça représente tout de suite. Est-ce que c'est une production? Est-ce que c'est plusieurs productions? C'est quelques cartes? C'est des centaines de cartes, des milliers de cartes? Voilà, c'est déjà dans un premier temps, c'est de pouvoir isoler le problème pour lui, pour un peu mesurer l'ampleur du problème, la gravité du problème. Et après, c'est de pouvoir mettre en place les actions pour justement soit réparer les cartes, intervenir dessus. Enfin voilà, c'est comme ça aussi, on fait le lien avec notre distributeur.
Et on sait se retourner vers lui et dire qu'est-ce qui a été. Après, c'est une discussion aussi avec nous. C'est vrai qu'il y a un problème avec une bobine, vous allez changer. Enfin, il va pouvoir réparer toutes les cartes qui ont été faites avec cette bobine-là, il va pouvoir les retrouver, quoi. Ouais. Alors, je touche du bois, c'est jamais arrivé. Moi, à ma connaissance, depuis que je suis là, c'est jamais arrivé, mais on a des demandes de certains clients. Voilà, on a monté tel composant. On observe des phénomènes parasites dans le fonctionnement de la carte. Qu'est-ce que vous avez monté comme lot? Voilà, on sait le dire, on sait le montrer. Et ça nous permet aussi aux clients de bien connaître la cause racine du problème. Est-ce que c'est le process? Est-ce que c'est le process de fabrication? Est-ce que c'est le design de la carte? Est-ce que c'est le composant? Parce que si tu n'as pas cette traçabilité-là, tu peux rien faire. Tu peux pas investiguer. Le client, il se retrouve avec une carte qui ne fonctionne pas. Et là, c'est problématique pour lui parce qu'il ne sait pas avancer. Tandis que nous, voilà, on a ça pour l'aider. Ok. De toute façon, pour l'instant, l'identification, je crois que c'est un vaste sujet, d'après ce que j'ai pu entendre ici et là. Et on n'a pas encore fait la solution pour identifier un composant, finalement. Ça va être une bobine ou ça va être par rapport à la carte. On ne peut pas marquer un composant unique à chaque fois. Non, tout à fait. Nous, on va savoir dire sur une production CMS, sur telle production, on a monté ces bobines-là. On saura dire par rapport au moment où on l'a fabriqué, voilà, c'est ce lot-là, donc c'est à peu près entre telle carte et telle carte. Mais on sait déjà estimer, de façon assez fiable, un lot. Voilà, c'est ça. On ne sait pas dire précisément, mais on sait l'identifier. Ok, très bien. Donc vous contrôlez les composants. C'est à ce moment-là que vous les comptez, qu'on a vu les belles machines Ouais, on a cette machine de comptage à rayon X, c'est une machine qu'on a réceptionnée cette année. L'intérêt de cette machine, c'est qu'elle peut compter plus rapidement les composants et de manière plus fiable. Aujourd'hui, avant que cette machine n'arrive, on avait un système manuel où une personne devait mettre une bobine dans une petite machine, une petite compteuse, et elle devait dérouler la bobine pour compter tous les composants. Donc, un gros travail, quoi. Je pose peut-être 5 minutes par bobine, enfin, je sais pas combien. Exactement. De temps. On a estimé à 2 minutes, 2 minutes 30, 2 minutes 30. Le temps de faire cette manip, juste de compter. Donc, il y a des erreurs possibles parce qu'il faut définir un pas au nombre de composants. Il faut bien l'initier. Tu as des risques. Ouais, la manutention et en plus des calculs. Enfin, il y a des trucs à faire. C'est ça. Donc, la compteuse, elle te donne le calcul, mais si tu ne donnes pas le bon pas, tu es mort. Tu peux dire j'ai 5000 composants, en fait, il y en a 10 000. Ouais. Tu vois, donc là, tu t'étais. Enfin, là, on voit un petit peu, je pense, les images en incrustation. Sur la bobine, il y a des petits trous, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, dans la bobine, tu as une bande dans laquelle il y a les composants et il y a des petites alvéoles, il y a des petits trous qui permettent d'indexer. De se dire, j'ai un trou, j'ai un composant tous les 2 trous, par exemple. Comme ça, lui. L'espace des trous, c'est toujours les mêmes sur toutes les bobines? Non. Ça dépend parce que tu as des bandes qui sont plus ou moins larges, donc de ce fait-là, ça va être un peu différent. Mais oui, si alors, en fait, comme tu as des tailles de bobines différentes, tu vas avoir forcément des espacements qui sont différents. Et il regarde l'espacement et il regarde entre chaque trou, enfin, il compte combien il y a de trous entre chaque composant. Voilà. Du coup, quand il fait tourner dans la machine, il va compter les trous. Voilà. Et il va diviser, il va trouver le nombre de composants. Voilà, c'est ça. Donc, c'est du temps et c'est un calcul. Donc, il y a un risque à un moment donné. À un moment donné, on peut pas. Quand on fait des milliers de bobines, il y a forcément un risque qu'on se trompe. Toi et moi, on le ferait. Enfin, tout le monde le ferait, c'est humain. Là, la machine, tu la mets dedans. Ça met 3 secondes. Elle détecte tous les composants par rayon X et elle te donne la quantité. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment. On l'a fait pour ça, justement, parce qu'on a eu une machine à un moment donné en essai et on a vu le gain que ça faisait en termes de productivité pour fiabilité, puis la vie du travail, quoi. Enfin, je pense que c'est plus agréable aussi pour les personnes, quoi. Enfin... Ouais, tout à fait. On avait un client à un moment donné qui nous disait voilà, vous avez c'est une carte avec des LED. Dans la bobine, il y a 600 LED et il ne doit pas en avoir une perdue. Si vous avez 599 LED, la carte, il y avait ces 600 LED. S'il en manque une, la carte va à la poubelle parce qu'elle est inutilisable. Donc, en fait, quand on recevait parfois des bobines, quand on passait en CMS, on se rendait compte qu'il y avait une alvéole vide qui était cassée, donc on perdait une LED.
Ouais, ça on peut était arriver mort. aussi. Mais du coup, ça, dans la machine, Et on la peut le machine, voir peut-être visuellement, mais si jamais dans... Ouais, c'est ça, une petite alvéole, un petit... Là où Elle il y va a le tous les compter. composants, il peut y en avoir un qui manque, ou C'est ça. même deux, ça se trouve deux dans la même. Oui, voilà, c'est Non, ça. ouais. Elle va le compter. Et elle va nous donner, elle va nous dire qu'il y en a 599 sans ouvrir le dry pack. Donc le dry pack, c'est vraiment le sachet qui permet de maintenir un taux d'humidité faible pour la Ça bobine. ressemble un peu de l'aluminium, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Et en fait, si on voulait le faire à la main, il faut ouvrir, il faut compter, il faut ressécher si jamais c'est resté trop longtemps à l'air libre. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais du coup, il y a des problèmes d'humidité, c'est ça? Donc, Ouais. on vérifie l'humidité des cartes quand elles arrivent. Exactement. C'est les petites pastilles qu'on peut voir sur la vidéo, c'est ça? Ouais, tout à fait. Comment ça marche, ça? C'est le niveau MSL, Moisture Sensitivity Level. C'est vraiment le taux d'humidité, soit dans les PCB, soit dans les composants. Ça peut être fatal. Il y a vraiment deux aspects dans l'électronique très particuliers qui peuvent endommager nos cartes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est équipé avec des blouses et des chaussures ESD. Donc c'est les ESD et c'est les MSL. Le MSL, donc c'est l'humidité qu'il y a dans le composant. Il faut le chasser. Parce qu'en fait, dans le processus de fab, à un moment donné, tu passes les composants dans un four de refusion. Tu montes à des 230-240 degrés. Ouais. Et ça en 5 minutes. Ce qui fait que l'évaporation se fait de manière très brève. Et donc, il peut y avoir des dégâts au sein du composant s'il y a de l'eau à l'intérieur, s'il y a de l'humidité à l'intérieur. Ouais. L'eau va vouloir devenir Partir, gazeuse, elle va vouloir partir et elle va endommager des composants. Alors, visuellement, tu peux le voir, mais tu peux aussi ne rien voir. Même au test fonctionnel, à un moment donné, tu peux avoir une carte qui fonctionne, Ouais, fragilisée, quoi. mais elle est fragilisée. Voilà. Ce qui fait que dans le temps, elle va moins bien durer. D'accord. Donc ça, le MSL, on a une armoire qu'on utilise justement pour assécher les composants. Et pour ça, il y a des dry packs, donc c'est les sachets. Dedans, on met un sachet dessicant pour capter le peu d'humidité qui reste dans le sachet. Et il y a un hic, c'est une carte indicatrice d'humidité, là avec les ronds, les pastilles. Et la couleur nous dit, là c'est pas bon ou c'est bon. Et quand c'est pas bon, on la met dans cette armoire. Un nombre de jours bien défini. Ouais, vous arrivez à récupérer ça, quoi. Ouais, tout à fait. Mais par contre, ça peut retarder toute la fabrication, quoi. Ouais, exactement. C'est ça peut. Alors nous, on a acheté une machine qui va jusqu'à 60 degrés et qui descend en dessous de 1% d'humidité. Ce qui fait que on a sur 95% des composants, on va le sécher 5 jours maximum. 5 Okay. jours. Il y a d'autres machines qui existent qui vont moins hautes, qui vont moins haut en température et en hygrométrie qui sont en dessous de 5%. Là, les délais vraiment sont plus importants. On passe en jours, en semaines. Ouais. Nous, on là, a fait ce choix-là. Bien équipé chez vous, quoi. On a fait ce choix-là justement pour, à un moment donné, si on reçoit un composant, qu'on ne dise pas à un client, en fait, on doit décaler le délai de 2 semaines parce que le composant est arrivé, soit le sachet est arrivé percé ou il y a eu un problème, ce qui fait que le composant est potentiellement gorgé d'humidité. Donc, nous, au maximum, on a ces 5 jours. Ok. On le met en armoire MSL. Et donc ça peut être composant et PCB, je suppose. Oui. Donc vous les mettez aussi dans cette armoire? Alors les PCB, on va les étuver. On a une étuve également. D'accord. Voilà, on peut une monter étuve, un peu si tu plus. peux expliquer vite fait. C'est l'équivalent d'un four. C'est un peu la même. C'est à peu près la même chose qu'une armoire MSL, mais c'est fait vraiment pour les PCB. Donc ça va être beaucoup plus lent, je suppose. Non, beaucoup plus rapide, justement. On va pouvoir monter un peu plus en température. Ouais, mais plus rapide, plus lent, je veux dire que le brasage, quoi. Oui, ah oui. Ouais. C'est un peu le principe où on monte en température. Ça va plus vite que le frigo, du coup. Et donc, les PCB aussi peuvent être gorgés d'humidité. On les passe dans l'étuve et on peut avoir un PCB qu'on peut processer dans le four. D'accord. Comme ça, il est. Et là, on les met pas dans le four. On les met pas dans l'étuve, c'est à cause des supports les bobines et tout ça, je suppose. Non. Oui. On n'utilise pas le même principe. Ouais. En fait, oui, il y a la bobine. Sinon, le contenant. Ouais. Il va mal vivre. Ça, c'est. On a déjà fait l'essai et de toute façon, c'est pas ce qui est recommandé. Ouais. Il y a vraiment une température à pas dépasser. Voilà. Donc pour ça, on s'est équipé de la bonne machine qui va pour ça, pour cette fonctionnalité. Okay. Et il y a également après le SD qui est les charges électrostatiques. C'est l'ajout qu'on prend quand on veut ouvrir la porte de notre voiture.
On a emmagasiné beaucoup d'énergie électrostatique. C'est une décharge. Et ça, en fait, quand on prend une carte dans les mains, toute l'énergie qu'on a emmagasinée dans notre corps, elle peut se transférer dans cette carte. Et elle peut aussi endommager des composants. Elle peut aller jusqu'à les casser, les fissurer. Donc, si c'est testé, ça ne fonctionnera pas. Mais ça peut, dans le pire des cas, fragiliser. Le test passe bon. Et un an après, la carte, elle ne marche plus. Aujourd'hui, quand on a passé, tous nos collaborateurs ont passé une formation sur le SD. Il est estimé entre 60 et 80% les pannes qu'on ne sait pas diagnostiquer. On ne sait pas d'où vient le problème. Il n'y a pas de composants, il n'y a pas de problème de process. Les composants sont tous bien soudés, tous bien brasés. Il n'y a pas de POC, il n'y a rien. La carte ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a potentiellement une faille dans un composant dû à l'ESD ou au MSL. Ok, mais ça, vous n'arrivez pas à le voir. C'est des études très, très, très poussées. Ouais. Donc, là, on fait appel aussi à des prestataires qui vont faire des coupes métallographiques. Donc, ils vont couper la carte pour aller voir à l'intérieur des composants. On peut aller aussi, on a une machine à rayon X, on peut aller voir les composants à l'intérieur, voir si les brins de chaque composant ils sont encore bien entiers. Enfin, voilà, il y a des manières de voir. Mais donc revenons-en à notre processus global. Ouais, donc là, on a vérifié les composants. Voilà, les composants sont vérifiés, sont checkés. Intégrés dans les grandes armoires, là. Exactement. On a des donc là, c'est la deuxième étape, c'est une mise en stock de nos composants. Et on a, donc pour la partie CMS, donc on a une partie CMS et une partie traversant, intégration, parce qu'on va aussi faire des sous-ensembles électroniques, on peut aussi faire des boîtiers, l'intégration. Okay. Voilà. Ça va être de la plasturgie, de la visserie, enfin bref. Ouais, donc tout ça, c'est dans les grandes armoires qu'on a vues, c'est ça? Là, tu as des grands pelletiers dans notre stockage, dans notre magasin. Et après, tu as toute la partie CMS, où là, ça va être sous forme soit de bobines, soit de plateaux, soit de sticks, ou le pire, du vrac. Ça, c'est pas pour la série, mais bref, je reviens sur la bobine qui constitue 90% de notre stock. Ouais, c'est votre format préféré? Oui, c'est ce qui se processe le mieux sur nos machines. Et donc, on a fait l'acquisition de 3 stockers automatiques qui nous permet d'automatiser la sortie des bobines quand on veut lancer une fabrication. Donc, en fait, quand l'ordre de fabrication arrive en CMS, on commence par cette étape de sortir toutes les bobines pour ensuite les mettre sur nos feeders et sur nos chariots, sur nos trolleys. Ok, donc ces grosses machines, là, c'est ce qu'on voit. On tape, je suppose, on fait un code barre ou quelque chose comme ça. Et après, il y a toutes les bobines qui arrivent dans le tiroir, là. C'est ça. Exactement. Dans un ascenseur, tu as plein de plateaux qui sortent. Et puis, en fait, l'opératrice est guidée et elle va vérifier toutes les bobines qui sont sorties. Et elle va pouvoir valider toutes les références. Parce qu'en fait, on a à chaque bobine, à chaque type de composant, on a une référence, nous, en interne. Donc, elle va vérifier ça de manière automatisée. Et après, donc, toutes ces bobines seront prêtes pour commencer à fabriquer. Là, elle va suivre le planning. On a un planning, on a une routine de top 5 dans laquelle on va retrouver les plannings de production à chaque étape. Et en CMS, elle va regarder ce planning et elle va commencer à préparer les trolleys, les fameux magasins, les feeders, qui vont permettre aux machines de pose, aux machines pick and place, de récupérer les composants et de les poser sur les cartes. Parce que ça, vraiment, la dépose des composants CMS, elle se fait de manière complètement automatisée par des machines. Oui, c'est ça. Donc, il y a toute une ligne, tu mets ton PCB nu, donc 0 composant au départ. C'est ça. Ensuite, tu mets dans une ligne CMS. Et là, il va y avoir plein d'étapes. Et c'est là qu'il va rencontrer les bobines. Et les petites machines vont venir prendre les composants, c'est ça, dans les bobines. Exactement. Et après les mettre sur la carte, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, tout automatisé. Exactement. La partie préparation, donc on a aussi plein de systèmes anti-erreur pour faire en sorte qu'on pose les bons composants au bon endroit. Et après, donc ces trolleys avec ces feeders vont se retrouver sur les machines. Et voilà. Donc là, on arrive au processus vraiment de fab. On commence à produire, on a vraiment les étapes de valeur ajoutée là. Merci d'avoir regardé cette première partie jusqu'au bout. Retrouve la suite de cet échange passionnant dans la prochaine vidéo. À tout de suite.
En fait, si tu veux, les pattes, on les imagine toutes droites, toutes sur le même niveau quand on pose le composant. Sauf que les pattes, elles sont parfois un petit peu... elles sont pas sur le même plan, elles sont un peu déformées. Ouais, il y en a une plus haute que l'autre. Voilà. Et donc sur ce composant-là, je serais pas étonné de voir du 180 voire 200 microns. Donc en fait, là vous mettez plus de pâte à braiser pour qu'elle aille chercher plus haut. Voilà, c'est ça, c'est pour aller rattraper la pâte qui est peut-être un peu tordue. Mais on arrive à dire, bon bah voilà, là par exemple, je vais avoir du condo chimique. À côté, je vais avoir des D2 packs. Bah voilà, lui il est plus haut que lui, donc je vais d'abord poser le plus petit et après celui-là. Parce que là, si je fais l'inverse, je peux taper dans le condo, poser de travers. Enfin voilà. Sur les 2 lignes CMS, en tout, on s'est posé 1 million de composants par jour. 1 million de composants par jour. Ouais, à peu près, ouais. Ça, Ouais, c'est assez fou.